Je venais de la France en voiture. Hein, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, traverser le Sahara. Le rêve de traverser le Sahara, ça c'était ma fascination. Et je l'ai fait 18 fois, de la France jusqu'en Guinée. Donc, je suis venu avec l'une de mes filles, la plus jeune, parce que je suivais aussi le Paris-Dakar. Et elle me dit, papa, un jour si tu veux aller en Afrique, j'aimerais bien partir avec toi, mais par le Sahara. Et là, l'opportunité s'est présentée, on est venus ensemble dans le véhicule. On a croisé des jeunes qui partaient en immigration. On s'est retrouvés dans une station en Mauritanie. Et donc ces jeunes-là, ils avaient le même âge que ma fille et se sont mis ensemble là, à discuter. Donc eux, ils étaient curieux de savoir comment est la France et tout ça. Donc elle s'est chargée de leur expliquer. Elle-même, son métissage la pénalisait quelque part. Même qu'elle est née en France d'une mère française, que le fait qu'elle soit métisse ne lui donnait pas à 100% voilà, toutes les ouvertures. Mais elle est française. Donc c'est l'un des avantages qu'elle avait. Elle disait à ses amis là que si vraiment ils partaient en France, c'était pas la solution. Alors, elle m'a demandé si on peut leur donner notre contact en France. Alors je dis, écoutez, parce que nous, on sait par où on est passé par Tanger, on a pris le bateau à 7, on a traversé le détroit de Gibraltar, on est arrivé à Tanger, et les barrières qui sont faites à Tanger pour empêcher les gens de remonter dans les bateaux, c'est tellement important qu'on leur disait, mais vous n'avez pas la chance de pouvoir aller en Europe en passant par Tanger, par le Maroc. Mais ils n'y croyaient pas. Alors, moi j'ai dit, ben, si quelqu'un parmi vous arrive en Europe, n'importe où, s'il a envie d'être hébergé, nous le prendrons en charge pendant 2 ans. Et ça, c'était en 2008. Depuis 2008, on n'a pas eu de nouvelles de toutes ces personnes qu'on a rencontrées. Parmi eux, il y avait un seul Burkinabé, qui était tailleur, qui avait vendu ses machines et tout le machin. Quand on lui a expliqué les difficultés qu'il va avoir en France, il s'est mis à pleurer parce que, quelque part, on avait brisé son rêve. Et il nous a demandé s'il pouvait venir avec nous jusqu'à la frontière entre le Mali et le Burkina pour pouvoir retourner au village. C'est le seul, hein, ils étaient 7. Et ils vivaient des petites assiettes, des restes des petites assiettes de gens qui mangeaient dans le restaurant de la station. Vous voyez, c'était des aventuriers, mais il n'y en a pas que, il y a eu des milliers. Moi, à chaque fois que je viens, que ça soit au Maroc, je rencontre, quand je rentre dans un restaurant, il y a tous les jeunes immigrés qui viennent pour essayer d'avoir quelques sous ou avoir un sandwich, avoir à manger, quoi. Et ça, il peut, dans le port de Tanger, c'est ce qu'on appelle les rats du port. Il y en a plein d'Africains là-bas qui sont prêts à vous aider à démonter une roue, à porter et ils sont prêts à tous les petits services, mais ils ne travaillent pas. On est mal à l'aise pour eux. Mais on ne peut pas non plus prendre tout le monde en charge. Moi, par exemple, j'avais mon restaurant. Il y avait un jeune métis qui s'est clochardisé parce qu'il buvait beaucoup, il se saoulait. Alors les parents l'ont mis dehors. Il s'est retrouvé en famille avec les autres Guinéens. Il disait qu'ils sont en famille avec les autres Guinéens. Et il venait à côté de mon restaurant, dans les boutiques qui sont, les terrasses des boutiques qui sont là. Bon, parce que quelque part, ils savaient qu'à la fin de la soirée, ils avaient l'assiette. Hein, et ils venaient, bon, pour l'assiette. Mais ça, c'était quelque chose qui me faisait beaucoup mal au cœur. Alors le métis, là, un jour, il me dit, « Ah, papa, c'est la première fois que je mange un tchépoudienne comme ça. Maman le faisait tellement bien. Ah, on a mangé comme 4. On a gardé l'autre pour le petit déjeuner. » J'avais un pincement parce que, quelque part, je voyais que les gens laissaient à manger, hein, alors qu'il y en a d'autres qui étaient dehors et qui en avaient besoin. Et ça, c'était des pincements de cœur qu'on avait. Mais vous ne pouvez pas non plus empêcher quelqu'un qui a une volonté de faire quelque chose de le faire. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, j'ai pas eu beaucoup de gens
18 fois, j'ai traversé le Sahara pour venir en Guinée, en voiture. Mais je rencontre des gens, vous ne pouvez pas, la volonté de partir, vous ne pouvez pas leur dissuader de ne pas partir. Hein. Vous les croisez, bon, il y en a, c'est au nord du Mali, à Aguelok, Tambakor. Bon, à l'époque, Kidal, c'était une prison. Aujourd'hui, bon, c'est devenu une ville. Mais quand moi je venais, c'était une prison. Et franchement, c'est triste. Mais en plus, l'Africain n'est pas invisible. Donc quand vous allez en Europe, vous ne pouvez pas vous cacher. Hein, vous ne pouvez pas vous fondre dans la masse. Vous serez visible. Donc quand vous êtes sans papier, c'est sûr que se cacher, c'est pas facile. Et souvent, on a ce problème-là. On rencontre beaucoup de problèmes. Bon, on parle de racisme, c'est pas forcément du racisme, mais quand on n'est pas en règle, on n'est pas en règle. Moi, j'ai vécu 50 ans en France. J'avoue que peut-être j'ai eu la chance, j'ai jamais été contrôlé. Dans la rue, comme ça, on m'a jamais demandé mes documents. En voiture, oui, j'ai été contrôlé parce que j'étais au volant de la voiture, mais en marchant comme ça dans la ville, je croisais les policiers et tout le machin, j'ai jamais été contrôlé, on m'a jamais demandé mes documents.